façade au groupe Artelia. Je fais partie du département ingénierie. Et je suis désolé de vous ramener en France sur des problèmes un peu plus terre à terre, malheureusement. C'est le lot de l'ingénieur. J'ai fait exprès de commencer par une petite provocation. Le thème, c'est l'optimisation de la lumière. Et en dessous, j'ai écrit « Quelle façade pour les bâtiments à énergie positive ?» Et l'image est encore plus provocatrice parce que c'est une maison tout en verre. Effectivement, mon métier, c'est d'aider les architectes à concevoir des bâtiments pour des clients. Les clients, ils veulent des bâtiments rentables, économes en énergie et les moins chers possibles, bien entendu. Rentable, ça veut dire avoir des surfaces qui sont éclairées. Il faut savoir que des bureaux qui n'ont pas de lumière du jour, ils ne se vendent pas, ils ne se louent pas. Donc c'est un peu ce que j'ai voulu vous montrer aujourd'hui. C'est un peu ce travail qui commence dès la mise en place du projet. Parce qu'il va y avoir, cette mise en place, elle va essayer de concilier la dépense d'énergie, la maintenance du bâtiment et l'apport de lumière. L'architecte rêve, nous l'avons vu, l'ingénieur simule. Effectivement, de plus en plus, pour anticiper les problèmes, on ne se contente plus de promettre, on vérifie. Et dès la mise en place du projet, on fait ce qu'on appelle des simulations thermiques dynamiques. On met en place les surfaces, on tient compte des rythmes solaires, on tient compte de l'occupation des bâtiments, on tient compte des propriétés des façades et on calcule. Sur les enveloppes, ce qu'on cherche à obtenir, c'est l'énergie pour le rafraîchissement, l'énergie pour l'éclairage, l'énergie pour le chauffage. C'est ça qui va nous donner la performance du bâtiment. Savoir si c'est un bâtiment qui va coûter cher en exploitation. Alors l'indicateur premier, comme j'ai dit tout à l'heure, surtout pour des bâtiments tertiaires, mais c'est valable aussi pour des logements, c'est valable pour des hôpitaux, c'est la notion de lumière lumière du jour qui arrive dans les locaux. En fait, de plus en plus, on détermine ce dont Alain a parlé tout à l'heure, c'est l'autonomie lumineuse. C'est-à-dire, pour des locaux types dans le bâtiment, tel qu'on le met en forme dans la simulation dont je vous ai parlé, quand est-ce qu'on doit ajouter de l'éclairage artificiel et quand est-ce qu'on peut s'en passer? Donc il y a un certain nombre de simulations par le logiciel qui tient compte de la composition des vitrages, qui tient compte des protections solaires fixes ou mobiles, des rythmes, des fichiers météo, bien entendu, du site, et on arrive à déterminer la dépense d'énergie pour l'éclairage. On arrive à déterminer aussi quelle surface est disponible pour mettre des postes de travail pour un immeuble de bureau, par exemple. Donc c'est la première recherche dans le projet. Mais, bien entendu, et on l'a vu sur l'île Maurice, apporter de la lumière, c'est faire entrer l'énergie. Et là, j'ai voulu élargir le spectre qu'on a vu tout à l'heure et vous montrer 3 zones qui sont particulièrement importantes pour comprendre ce qui se passe avec les vitrages. Vous avez la zone du spectre solaire ici, ça correspond aux longueurs d'onde en bas. C'est tout ce que nous envoie le soleil à travers l'espace, à travers l'atmosphère, sur le sol. Dans ce spectre solaire, il y a 2 zones principales. La lumière visible ici et la lumière invisible. Infrarouge proche et ultraviolet. Au point de vue énergie, il faut savoir que la lumière visible, c'est 52% d'énergie. L'infrarouge, 43%, l'ultraviolet, 5%. Donc vous voyez que, grossièrement, 50% de l'énergie solaire est invisible. Je la fais rentrer dans le bâtiment, mais elle ne me permet pas de louer les locaux, cette lumière-là. Par contre, elle me les chauffe. Alors à côté de ça, il y a une autre zone que j'appelle l'horrible rectangle rouge. Qu'est-ce que c'est que ce horrible rectangle rouge?
c'est l'infrarouge lointain. C'est toutes les radiations que nous dégageons, nous, les corps chauds, le sol, tous les objets, dès qu'ils sont chauds, ils rayonnent en infrarouge lointain. Pourquoi est-il horrible? Parce que c'est lui l'effet de serre. C'est lui qui est responsable du réchauffement climatique avec le CO2. Quand je fais rentrer de l'infrarouge proche dans le bâtiment, eh ben, en chauffant un store, en chauffant une table, en chauffant un meuble, il se transforme en infrarouge lointain. Alors vous me direz, bah, pourquoi c'est grave? C'est du chaud, c'est bien. En été, c'est déjà un peu plus problématique. C'est d'autant plus un problème qu'il y a l'effet de serre que connaissaient déjà nos grands-pères. En gris ici, ce qui passe à travers le vitrage, ben vous voyez que la courbe là, elle ne monte pas. L'infrarouge lointain, il ne passe pas à travers le vitrage, il reste dans la pièce. L'infrarouge proche, il passe à travers un vitrage. L'ultraviolet ne passe pas. Ne cherchez pas à bronzer à travers une vitre, vous n'y arriverez pas. Alors, comme je disais tout à l'heure, laisser rentrer l'infrarouge proche, ça ne nous intéresse pas. Et heureusement, il a été mis au point des vitrages magiques, c'est la courbe bleue, les vitrages sélectifs, qui trient, qui sélectionnent. Oh, un photon infrarouge, tu restes dehors. Un photon visible, tu rentres. Donc, vous avez ici la courbe d'un vitrage d'aujourd'hui, performant. Ah, il laisse un petit peu moins entrer de lumière visible, oui, mais l'infrarouge reste dehors. C'est ça qui est intéressant. Alors, il y a une petite fiche technique, mais je pense que Jérôme ira encore plus dans le détail là-dessus. Je voudrais juste rappeler que pour nous, dans le métier, et vous le savez sûrement, bien sûr, il y a plusieurs données importantes. Alain Davy l'a dit, il y a d'abord la transmission lumineuse. La transmission lumineuse, hein, je le rappelle, c'est la proportion de lumière visible qui traverse le vitrage. Après, vous avez le facteur solaire, là, c'est la proportion d'énergie. Donc, tout à l'heure, j'ai dit que 50% l'énergie n'était pas visible. Eh ben, c'est l'énergie non visible qu'on va essayer d'arrêter. Un vitrage qui laisse passer 100% la lumière visible et qui arrête 100% la lumière non visible, eh ben, il a un facteur solaire de 50%. Voilà. Puisque la lumière visible a 50% de l'énergie totale du spectre solaire. C'est un peu compliqué. Alors, pour simplifier, on utilise un rapport qu'on appelle sélectivité, cette capacité du vitrage à trier parmi les photons. Plus cette sélectivité est grande, plus la distance, la différence entre la transmission lumineuse et le facteur solaire sera grande. Plus le vitrage sera sélectif, plus j'arrêterai les photons nocifs, non visibles, pas intéressants. Et alors, bon, il y a beaucoup de vitrages maintenant. Les vitrages ont fait beaucoup de progrès. Donc vous voyez ici, j'ai sélectionné un certain nombre de vitrages, de couples donc, facteur solaire, transmission lumineuse. Je les ai placés sur le graphique. C'est un graphique qui existe. Je vais pas expliquer plus longtemps ce graphique parce que je préfère vous parler d'autre chose, mais on voit ici qu'on peut trouver vraiment une très grande variété dans les produits vitrés. Alors une petite mention, j'ai classé en haut les vitrages par ordre croissant de sélectivité. Décroissant de sélectivité, c'est-à-dire le champion, c'est un vitrage qui a un facteur solaire de 23 et une transmission lumineuse de 50. Et vous voyez que ça, c'est des couches solaires, les dernières couches solaires, tripargent d'ailleurs, qui ont une sélectivité proche de 2 ou même supérieure à 2. Et tout de suite après, on trouve un vitrage plus ancien, qui est un vitrage vert avec couche pyrolytique. Pourquoi le vert est très sélectif? Il arrête le rouge. Donc il arrête l'infrarouge. Voilà. Pourquoi un vert est très sélectif. On trouve aussi assez vite le bleu foncé d'ailleurs, qu'on a utilisé à Maurice. Mais je vais revenir à notre simulation. On cherche à faire entrer la lumière. On voit que la lumière laisse rentrer l'énergie.
qu'est-ce qu'on fait de cette énergie? Cette énergie, elle nous coûte, parce que il faut l'éliminer. Alors ici, vous avez une sorte de résultat d'une simulation sur un bâtiment, où on compare plusieurs types de façades, des stores intérieurs, une résille extérieure et des stores extérieurs. La simulation du bâtiment, dans son site, nous a donné une consommation, des besoins en énergie efficace par mètre carré. On voit tout de suite que, au cours de l'année, on a besoin d'un peu de chauffage, beaucoup de froid et d'un peu d'éclairage. Suivant les solutions de façade, ces différentes énergies sont plus ou moins importantes. Alors, quand on cherche à faire des bâtiments à énergie positive, c'est certain qu'on va aller vers ces solutions-là. C'est-à-dire des solutions qui permettent de dépenser moins d'énergie. On compare, on rentre dans la simulation les différentes façades et on choisit après en fonction de l'architecture. Je vais prendre un exemple. Ça, c'est un projet que nous avons étudié au stage avant-projet et permis de construire en région parisienne. Vous voyez l'orientation du projet, il s'appelle le trapèze. Sur les façades les plus exposées, on a utilisé un vitrage à couche solaire très sélectif, 60-28, plus des stores extérieurs. Sur la façade nord-est, des stores avec un contrôle solaire aussi, très sélectif, mais des stores intérieurs. Ça, ce sont des choix d'architecture. Pourquoi déjà à l'est, un contrôle solaire? Parce que quand même, on s'est aperçu que malgré l'angle faible de l'exposition en été, on recevait pas mal d'énergie le matin. Il fallait après toute la journée lutter pour la sortir. Pourquoi, avec des stores extérieurs, mettre un vitrage à contrôle solaire? Ça dépend de la capacité des stores à être réglables. Ici, dans cette solution, c'était des stores en toile. Donc c'est un peu tout ou rien. Et dans le modèle, ça se sent. C'est-à-dire que des fois, on ne descend pas les stores parce qu'on n'a pas assez de lumière, mais il y a quand même de l'énergie qui rentre. Donc là, les vitrages à contrôle solaire très sélectifs sont très avantageux. Alors voilà, une image du projet. C'est l'architecte, c'est David Chipperfield, anglais. Vous voyez que même à l'APS, on rentre très, très vite dans les détails de façade, parce qu'il y a d'autres contraintes dont je vais vous parler quand même sur les façades. On calcule l'isolation thermique des profilés, des verres, ainsi de suite. On calcule le facteur solaire, on vérifie. Avec le store, sans le store, les températures. On met en place les façades et on s'intéresse aux ouvrants. On met des ouvrants de confort. Dans les simulations, on s'aperçoit qu'effectivement, s'il y a des ouvrants de confort, on peut éliminer un peu plus facilement l'énergie. On met des ouvrants d'accès pompier, on met des ouvrants pour le désenfumage, et souvent les architectes nous demandent de ne pas les voir. Et les bureaux de contrôle nous demandent de ne pas mettre de store devant les ouvrants pompiers, et de ne pas mettre de store devant les ouvrants de désenfumage. Pour ce projet, on a réussi de tout intégrer, et de faire que le store s'ouvre avec l'ouvrant pompier, s'ouvre avec l'ouvrant de désenfumage. Donc toute la façade a des stores, elle est pareille, et à part le joint de l'ouvrant sur l'allège, on ne voit pas la différence. Oui, j'ai essayé de réfléchir parce que la situation est effectivement grave. On va nous mettre au défi, nous les professionnels, de faire des bâtiments à énergie positive. Donc, il faut absolument diminuer la dépense d'énergie parce que parallèlement, il va falloir prévoir sur nos bâtiments de la production d'énergie. Et ce n'est pas si simple, vous le savez. Donc je disais, augmenter la résistance thermique, mettre des triples vitrages, ça a une limite, effet bouteille thermos, la chaleur ne sort plus. Alors bien sûr, si on met des ouvrants, ce qui serait magique, ça serait d'avoir une très très bonne isolation thermique l'hiver, et puis l'été, de pouvoir la régler, la diminuer. Peut-être des ouvrants, des demi-ouvrants, enfin. Réduire la perméabilité à l'air de l'enveloppe. Alors ça, c'est très très important. Très important. On voit encore trop souvent des bâtiments où dès qu'il y a un coup de vent, ça rentre. Donc on aura beau mettre beaucoup d'isolants, s'il y a un joint, s'il y a une prise électrique où l'air passe, qu'est-ce que vous voulez, l'isolation thermique, elle ne sert plus à rien. Donc là, on
on va vraiment faire des efforts sur ce terrain-là, et ça nécessite des contrôles, de l'entretien, parce que souvent on met un bout de scotch. Combien il va durer le bout de scotch? Je ne sais pas. De la maintenance. Augmenter les apports solaires hiver. Alors ça, c'est déjà utilisé. On oriente bien son bâtiment. On met des vitrages qui ont quand même de grandes surfaces pour avoir de la lumière, et on met des protections solaires mobiles. Donc quand on lève les stores, on a des apports d'énergie. J'ai rajouté quelque chose, c'est personnel, un petit peu. C'est mieux répartir les apports internes et externes. On remarque que souvent dans les bâtiments, c'est vrai par exemple pour les aéroports qu'on a fait avec Alain Davy, il y a des coins où on a une dépense d'énergie, une chaleur intense, les commerces par exemple, puis on a des coins près des façades où on a froid. Alors il arrive souvent que la clim marche l'hiver pour refroidir les commerces, et pendant ce temps-là, on chauffe les grands espaces de livraison de bagages. Bon, est-ce qu'on ne pourrait pas trouver un moyen de, plutôt que d'apporter d'énergie dans les deux coins, de transférer la chaleur de l'un à l'autre? Technique de transport et échange d'énergie et de stockage, c'est ça les défis à relever pour faire ça. Alors les flèches. Réduire l'éclairage électrique. Alors là, bon, je crois que le point le plus important, c'est, il y a les deux, bien sûr augmenter la transmission lumineuse, donc là il faut des vitrages très sélectifs, on l'a dit, mais adapter au plus juste la protection solaire mobile. Alors ça, c'est des progrès qui sont en cours, c'est-à-dire faire du sun tracking, je ne vais pas parler anglais parce que je suis très mauvais en anglais, mais c'est d'adapter au plus près le fonctionnement des stores avec le soleil, avec l'apport de lumière, pour n'éclairer véritablement, n'allumer l'éclairage artificiel qu'au dernier moment. Diriger la lumière vers le fond des locaux, ça c'est souvent des idées que les architectes ont, les étagères à lumière, les stores réfléchissants qu'on oriente en haut, dans la partie haute des vitrages pour que la lumière tape le plafond et aille éclairer au fond de la pièce, de l'open space. Je pense que ça, c'est des choses qui vont venir aussi. J'ai cité les puits de lumière au centre de bâtiment parce que vous l'avez vu dans le projet que je vous ai montré, il y avait un atrium. On est obligé, quand on a un bâtiment profond, il faut mettre des atriums. Et la limite, c'est les règlements de sécurité et puis les questions de désenfumage. Voilà. Encore. Alors, on l'a vu, la dépense d'énergie maximum, c'est le froid. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Alors j'ai mis, avec une pointe d'humour, je dirais, diminuer la résistance thermique, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si on avait des bâtiments qui avaient une résistance thermique variable, en été, on pourrait faire sortir la chaleur. Alors c'est un peu l'idée des ouvrants nocturnes. C'est-à-dire qu'on ouvre des ouvrants la nuit, on profite de l'inertie du bâtiment, et le jour, on profite de cette fraîcheur nocturne. Alors j'ai visité un bâtiment qui a déjà ses ouvrants, et j'ai mis la limite ici en bas à droite, système d'ouvrants protégés, parce qu'il n'est pas question d'ouvrir les fenêtres avec les insectes, les oiseaux, les courants d'air, enfin. Protégés. Il faut que ça soit des ouvrants automatiques pour moi. Donc il y a une maintenance, un coût. Il faut gérer l'isolation thermique, parce que si ces ouvrants, c'est des puits de froid l'hiver, on n'a pas gagné. Hein. Donc c'est des ouvrants assez sophistiqués. Donc c'est un coût. J'ai parlé de lumière, parce que s'ils sont protégés, il faut trouver quelque chose, une grille par pluie, par exemple, pour que l'eau ne rentre pas. Ou alors il faut mettre un verre. Donc ça peut diminuer les surfaces vitrées d'un bâtiment de mettre des ouvrants nocturnes. Voilà, c'est les recherches. Le plus important, je pense, c'est ne pas climatiser. Et là, souvent avec les clients, on rentre dans des dialogues qui sont délicats. Il y a des études qui ont montré que la température idéale pour travailler, c'est 22 degrés. Souvent dans nos bâtiments, la limite dans les contrats de vente, c'est 26, avec la climatisation. Donc arriver à 26 maxi sans climatisation, c'est le défi de tous ces systèmes. Voilà ce que je voulais vous dire. Il faut garder espoir, parce que pour nos enfants, il faut le faire. Voilà.
Et la dernière image que je voulais commenter, c'est une fenêtre un peu plus sophistiquée, triple vitrage, double ouvrant, qu'on a mis au point pour un bâtiment Dior. C'est une rénovation. Il y a un store entre deux ouvrants, quasiment. C'est une façade ventilée. Donc, en regardant ce dessin, je me disais, mais l'été, on pourrait ouvrir la fenêtre intérieure qui est en vitrage isolant, laisser la glace extérieure, le store, qui à ce moment-là serait un store intérieur sur une glace simple, et on aurait réduit l'isolation thermique de la façade très simplement. Voilà, je vous remercie.